Vous écoutez Le Salon dans tes oreilles, une balado-diffusion dans laquelle des auteurs, des autrices et des personnalités discutent de leurs livres et des sujets qui animent l'actualité littéraire. Les enregistrements ont été faits lors du dernier Salon du Livre de Montréal. Puis on va le faire plus longtemps. Ah, OK. Ils veulent qu'on étire un petit peu. Faisons-le 3 fois au lieu de 2 fois. Tel quel. Merci Zoé. Zoé, tiens, j'en profite pour faire un petit peu ta bio. T'es chef de... Je recommence. Alors, je dois dire un truc. Il y avait un cocktail avant. J'ai 4 verres de blanc dans le nez et je fais l'animation de ce cabaret. Donc, bonne chance à tous. Cabaret, donc, avant de parler de toi, je vais parler des auteurs parce qu'il y a une hiérarchie dans ce milieu. Ceci est le cabaret de la parole incarnée. Qu'est-ce que ça veut dire? Je ne sais pas, mais j'ai un petit texte ici. C'est une radiographie de notre époque. Les voix réunies ici proposent une radiographie donc, de notre époque qui partage une conviction. Les mots ont le pouvoir de changer le monde. Donc là, on vous propose un cabaret où l'âme, le corps et la raison s'allient pour soulever des montagnes. Alors, vous allez entendre des phrases révolutionnelles, des mots de tête dure, de tête brûlée. Merci. Qui expriment des idées faites pour foutre le feu au monde afin de mieux le reconstruire. Grrr. On va commencer. Ah oui, puis il y a la musique. Le directeur artistique est là, il se dit « Mais qu'est-ce que j'ai fait ?» Il y a de la musique, la charmante violoniste Zoé Dumais, qui est donc chef d'orchestre de l'ensemble à cordes prélude de l'orchestre de la Montérégie, membre des groupes Gadjo Swing, du quatuor à cordes de la Montérégie, etc., etc. Et aussi, tu participes au groupe Christine Tassan et les Imposteurs. Christine Tassan est ici, l'imposteur, c'est moi.
Et donc nous y sommes. On va commencer avec la première de nos autrices, Fanny Desmeules. Fanny, je suis archi fan de toi. J'ai lu tes bouquins, enfin ceux qui sont sortis récemment, parce qu'avant je m'intéressais pas à la littérature. Donc j'ai lu des bouquins depuis 2-3 ans et je te trouve extraordinaire. J'adore ta verve, j'adore la manière dont tu écris des horreurs qui nous font plaisir. Et ça, je trouve ça formidable. Tu es éditrice. Aujourd'hui, tu prêtes ta plume rebelle au collectif Capillaire qui s'intéresse aux dimensions culturelles, sociales et politiques des poils et des cheveux. Et là, on va voir un petit peu ce que raconte la chevelure et la pilosité au sein de la littérature francophone. Et que disent les personnes qui l'écrivent? Voici la réponse de Fanny Desmeules. Merci beaucoup, Chris, pour la présentation. L'admiration est tout à fait partagée. On était ici, justement, sur cette scène il y a 1 an, ensemble. Merci à vous d'être incarnés parmi nous. Donc, j'y vais avec une partie de mon avant-propos au collectif Capillaire que j'ai co-dirigé avec mon collègue Loïc Bourdeau. 15 ans, châtain cendré. Je me rends seule à la pharmacie et je choisis la marque de coloration la plus cheap, Nuance Tropical Sunset. Impatiente, je fais fi des instructions et applique la concoction n'importe comment, sans chronométrer. Mes cheveux s'en sortent Bourgogne profond. Tout sauf naturel. Je me teins d'un roux plus clair, plus subtil. J'ai envie que les gens me prennent pour une vraie rousse. Comme les actrices de cinéma, je commence à me teindre les sourcils. Début du cégep. Nouveau départ. La rousseur fait partie de moi. Je commence à la revendiquer comme étant naturelle. Très rares sont les personnes qui se montrent suspicieuses devant cette affirmation et nombreuses sont celles qui me considèrent d'emblée comme une rouquine née. Mon roman Roux clair naturel témoigne de mon obsession pour la rousseur. À sa parution, dégoûtée et fière, j'ai le sentiment d'avoir joué dans une plaie vive et d'avoir donné à lire ma part la plus honteuse, la plus humiliante. C'est l'automne pandémique. Je me dis que je suis due pour une nouvelle teinture. Me vient alors cette pensée. Qu'arrivera-t-il si je saute 1 mois? Je tente le coup. La même chose se produit le mois suivant, puis l'autre, et l'autre encore. Pendant une demi-année, ma repousse s'allonge et je n'ai personne pour me le faire remarquer. Personne ne me regarde, sauf de loin, à travers la caméra de mon MacBook. Les racines ne se remarquent pas sur Zoom. On voit seulement mes longueurs encore vaguement cuivrées. La distanciation sociale préserve mes cheveux de mes assauts. Ils poussent vite, drus, frisottés, fous, pleins de cheveux blancs, libérés de ma tyrannie. Au cœur d'une énième vague de COVID, je publie un roman. Des journalistes me contactent pour des entrevues. Ces entrevues seront accompagnées de photos. On programme des séances. Dois-je me teindre les cheveux? Assumer ma repousse sombre de plus de 10 cm, mes longueurs sèches d'un blond délavé, ou faire correspondre mon image actuelle avec celle que le milieu littéraire a toujours connue, celle d'une écrivaine aux longs cheveux roux. Le dilemme me préoccupe au point de m'empêcher de dormir. Je lis Maquillée de Daphné B. et je suis très tentée de me teindre. L'authenticité n'est pas ce qu'on croit, puis fuck la dévalorisation de l'artificiel en faveur du naturel. Mais je suis quelqu'un d'assez influençable. Des personnes de mon entourage me convainquent d'assumer le naturel. Ça fait du bien aux cheveux, ça les laisse respirer. Rien ne vaut la santé et l'éclat des chevelures intouchées. Je renonce à me teindre et lorsque je vois circuler les photos dans les articles, je déteste ma tête. 6 mois plus tard, un autre roman sort. Une nouvelle entrevue, un nouveau photoshoot. Cette fois,
Je tomberai pas dans le piège des bons principes et de la vie des autres. Je me teindrai en rousse, qu'on me juge, je m'en fous. Galvanisée par mon plan et fébrile à l'idée de renouer avec le cuivre, je me procure 2 boîtes de colorants pour m'assurer de bien imprégner l'ensemble de ma chevelure. En rentrant, je range les boîtes dans mon armoire en attendant le moment opportun. La veille de la séance, je paralyse, effrayée à l'idée de porter atteinte à mes cheveux, à leur authenticité. Je me ferais prendre en photo et je déteste encore plus ma tête que la dernière fois, au point où je suis incapable de partager l'article sur les réseaux sociaux. Je suis déçue d'avoir acheté les boîtes pour rien et chaque fois que j'ouvre ma pharmacie, leur vision ravive en moi une amertume. Je les donne sur Kijiji. Personne n'en veut. Elles dorment dans mon armoire. Je me dis qu'elles seront là si jamais je change d'avis. Je lis le texte d'Alice Michaud-Lapointe pour le présent collectif et je me sens comme une impostrice devant son récit de vraie rousse. Je suis plus confuse que jamais. Quand et comment pourrais-je me fixer? Quand ce texte chevelure s'arrêtera-t-il? Comment pourrais-je y mettre un point final? Je rêve d'une vie où je n'aurais pas à me poser ce genre de questions et où l'écriture ne me servirait pas à retourner le couteau dans la plaie. La vie comme un long dialogue avec nos cheveux, ceux contre lesquels on lutte, ceux qui parlent en dépit de notre volonté, ceux qui nous font honte, ceux qui nous discriminent, ceux qu'on discipline, ceux qu'on chérit, ceux qu'on regrette, ceux qu'on revendique. Merci et bonne soirée. Ça va, mes racines? Ça fait un bout que je ne suis pas allé chez le coiffeur. Laurie Jean-Louis, qui est... c'est plus toi, ma préférée, c'est elle maintenant. Laurie, pour tous ceux qui ont un petit peu le sentiment d'être autre, de ne pas rentrer dans les cases, je trouve que ton recueil, la femme sans couleur, c'est une sorte de révélation. En tout cas, ça l'a été pour moi. Je t'ai découverte en fait quand tu as gagné le prix des libraires. Alors, par curiosité, j'ai pris le truc et j'ai commencé à le lire. Et vraiment, chaque poème, même si je ne suis pas une femme noire, a priori, je me suis retrouvée dans ce que tu écrivais. Ce sentiment de ne pas faire partie d'un tout, et pourtant d'avoir une valeur, et pourtant d'exister, et pourtant de vouloir crier qu'on existe. Alors voilà, alors là vous allez avoir un petit peu de chance, parce que vous allez pouvoir l'entendre. Laurie. Merci Chris. Ouais, s'il vous plaît. Ouais, je vais avoir de la misère. Oh. OK. Ben, je pense que... Comme ça, ouais? Ouais, OK, parfait. Alors, bonsoir. Merci d'être au cabaret de la parole incarnée. Merci, Chris, qui m'avait, comment dire, à une occasion, je ne sais plus laquelle, tu m'avais dit quand même quelque chose de similaire. Oui, t'es cohérent. Voilà, t'es cohérente. OK. Alors, je vais vous lire des poèmes de mon second recueil, Main d'œuvre, qui est paru à la mi-mai. Et puis, je vais vous lire 2 poèmes de La femme sans couleur. OK. Je pense que c'est bon. Ouais. Il faut le visser. Hein? Pas que ça bouge. Merci. Il y a du sang dans les bras, dans les jambes, dans le ventre. Tu es une femme. On a parlé de toi sans le dire. Je suis de la même espèce, je te reconnais. Main d'œuvre. 6 hommes dans une chambre, 6 lits d'enfants, 6 étrangers. Ta nudité me traverse, un glaive. Ma chair frémit de toutes les nuits sans lune. Accroupie au pied de mon désir, dénude-moi en rêve. Ça ne coûte rien aux douanes.
Mes ongles sont sales. Puis-je entrer dans ton poème? Je ne m'en crois pas digne, mais dis seulement une chanson et je serai guérie de cette terre qui me blesse. D'où viendront les prières? D'un torrent de rêves, d'une bourrasque de fièvre, d'une pluie d'étoiles, de nos défaites, de nos regrets. Je sais, du souvenir indélébile de ton dos qui se ploie, fatigué. J'en appelle à celles qui, au bout du jour, détachent leur soutien-gorge pour l'amour ou le repos. Dites votre nom et, si personne n'écoute, dites-le à vous-même. Je parle et j'ignore qui vous entendrez. La femme, l'automne ou la mer. Je dis des mots, un baluchon de phrases, tandis que sur moi joue l'ombre et la lumière. Je figure. Je suis une figurante. Ma couleur parle pour moi. La figurante n'a pas de réplique. Le prétexte est la couleur. La couleur parle sans moi. Elle ne dit rien d'ailleurs. Je ne comprends pas. C'est un vieux costume colonial, un vieux costume neuf. Les fantômes ne dorment pas. Merci. Merci. Patrick Sénécal. Il y a 15 ans, quand j'étais journaliste et que j'avais une autre tête, tu ne te souviens plus de moi parce que j'étais un garçon à l'époque, on a mangé une pizza ensemble et voilà, j'ai fait une critique un petit peu acerbe d'un de tes livres, Elle.com, où je pense que je t'avais donné que 2 étoiles et demie et tu me l'avais reproché d'ailleurs. Mais qu'est-ce qui s'est passé après? 10 ans de malheur. J'ai perdu 2 fois mon emploi. J'ai perdu l'amour 3 fois. J'ai eu 2 dégâts d'eau. Et je me demande si tu n'as pas une connexion particulière avec le diable. En tout cas, c'est pour ça qu'on t'aime. Tu nous fais mal avec tes mots. Alors vas-y, fais-moi mal, Patrick. Bonsoir. J'ai eu bien de la misère avec le thème. Je me demandais la parole incarnée. Je cherchais quelque chose. Et je pense que j'ai trouvé de quoi. Je me suis dit, après tout, bon, évidemment, il y a beaucoup de corps qui passent au cash dans mes romans. Mais je me suis dit, tiens, il y a un roman quand même que j'ai relevé un défi intéressant. Je me suis comme incarné. J'ai essayé un peu d'être dans le corps d'une petite fille de 8 ans qui écrit son journal personnel. Donc, j'ai fait un roman complet qui s'appelle Flo, qui est dans le fond son journal intime. Donc, le défi, c'était d'écrire comme une petite fille de 8 ans, tout en étant lisible pour le commun des mortels, évidemment, que ça soit pas illisible et complètement pas trop plate à lire, finalement. Bref, et ça donne une bonne raison à quelqu'un qui va dire « Sénécal, c'est pas écrire ». Il m'a dit « Ben non, je sais bien, à 8 ans. Pas pire, hein? Habile. » Alors, voilà. Je vais vous lire un extrait. Je mets en contexte. Flo est une petite fille de 8 ans. Elle a à part avec 2 prises, vous allez voir que les parents qu'elle a, c'est pas fort. Ce qui va expliquer un peu ce qu'elle va faire plus tard et aussi un peu sa désensibilisation à son environnement, comme vous allez le voir dans quelques instants. Après souper, papa est descendu travailler au dépanneur. Il ne travaille pas souvent le soir parce que c'est Juliette ou Kevin qui travaillent le soir et les fins de semaine. Mais un soir par semaine, c'est papa qui travaille. Maman m'a demandé si j'avais envie de regarder un film d'horreur avec elle sur Netflix. Elle était excitée et elle parlait fort parce qu'elle était saoule. Je connais ce mot-là parce que papa lui dit des fois.
il dit « T'es encore saoul, là? » Je ne sais pas pourquoi il dit « encore saoul », parce que maman n'est pas saoule tout le temps. Je dirais 2 fois par semaine environ. Des fois, juste une fois. Mais quand elle est comme ça, papa n'aime pas ça. Lui, il boit aussi de l'alcool, mais pas souvent et pas beaucoup. Et quand on boit trop d'alcool, on est saoul. Je ne comprends pas pourquoi des fois maman boit trop de bière ou de vin. J'ai déjà goûté 2 fois aux 2 et ce n'est vraiment pas bon. Une fois, à Noël, maman m'a fait goûter à quelque chose avec de l'alcool que j'ai aimé. C'était sucré et c'était comme de la crème et ça goûtait un peu le chocolat. Je ne me rappelle plus comment ça s'appelait. Je pense qu'on en a quelque part dans la maison. En tout cas, c'était bon. Mais j'avais juste bu une gorgée parce que papa et maman me disent que les enfants ne peuvent pas boire ça. Ouais, c'est ça. Ce soir, maman a bu beaucoup de bière, alors elle est saoule. Quand elle est saoule juste un peu, elle est de bonne humeur et elle rit beaucoup. Ça, c'est le fun. Mais des fois, elle est trop saoule et elle rit trop fort ou elle pleure trop fort et ça, c'est plate. Parce que ça fait du bruit dans la maison et ça m'achale quand je fais autre chose, mettons quand je lis. Là, elle était saoule, mais saoule le fun. Et elle voulait écouter un film d'horreur avec moi, même s'il commençait à être tard. Alors, j'étais contente et on a regardé le film. J'aime ça, les films d'horreur. Quand quelqu'un meurt avec tout le sang qui sort de lui, c'est dégueu, mais en même temps, c'est le fun. Je ne sais pas pourquoi. Maman est toujours contente quand c'est un méchant qui meurt, mais elle est toute triste quand c'est un gentil. Moi, ça ne change rien. Même si la personne est gentille ou méchante, elle meurt pareil, alors ça ne change rien. Des fois, ils ont mal beaucoup quand le sang sort d'eux autres, surtout quand on leur arrache un bras ou une jambe ou une autre affaire. Mais pas quand on leur coupe la tête, parce que là, ils meurent tout de suite. Une tête ne peut plus vivre si elle est coupée. C'est comme ça. Alors, quand on leur arrache quelque chose ou quand on sort plein d'affaires dégueu de leur ventre, là, ils crient. Ça a vraiment l'air de faire mal. Ça ne doit pas vraiment être le fun. Mais comme c'est pas à moi que ça arrive, c'est pas grave. Plus tard dans le film, la fille pas fine qui volait les amoureux des autres était en costume de bain et maman a dit « Moi aussi, j'étais belle de même avant. » Et elle a commencé à pleurer. Elle est comme ça quand elle est trop saoule. Elle a dit qu'elle aussi, avant, elle avait des belles boules dures et un cul de jaquet. Ça m'a fait rire quand elle a dit ça, parce que quand elle parle de ses boules, elle veut dire ses seins. Elle a dit que maintenant, elle est grosse. Moi, j'ai dit que c'est pas vrai. Et c'est vrai que c'est pas vrai. Comparé avec les mamans de mes amis, ma mère est vraiment la moins grosse. À part peut-être la maman d'Emma, qui est maigre, mais trop. Mais maman avait trop bu. Alors, elle a continué à pleurer. Elle a dit qu'elle aurait pu devenir un mannequin connu et riche, mais elle a dit que quand on a un enfant, c'est foutu. Ça, quand elle est comme ça, c'est moins drôle, parce que j'entends moins le film. Là, elle m'a regardé et elle a dit « Si je t'avais pas eu, ça aurait été bien différent. » Je ne comprenais pas ce qu'elle voulait dire. Mais tout de suite après qu'elle a dit ça, elle m'a prise dans ses bras et elle m'a embrassé plein de fois en disant « Non, non, je t'aime comme une folle, t'es la lumière de ma vie. » Ça, c'est le fun. Là, je saute un bout. Là, on a entendu des pas qui venaient de l'escalier intérieur. Ça, c'est l'escalier qui descend au dépanneur à partir de notre maison. Ça veut dire que papa a fermé le dépanneur et qu'il remonte chez nous. Il est allé mettre les enveloppes pleines d'argent du dépanneur dans son bureau et après, il est venu dans le salon. Il a été surpris de voir que j'étais encore debout et il a dit qu'il était super tard et qu'il fallait que je me couche parce que j'avais de l'école demain. Maman a dit que ce n'était pas grave. Papa a vu c'était quoi le film et il a dit « Tu l'as fait coucher tard de même pour un maudit film d'horreur. » Maman a dit « Tais-toi, tu nous empêches d'entendre le film. » Je viens de me rendre compte que ça fait longtemps que je n'ai pas fait de paragraphe, alors je vais en faire un ici. Et je vais essayer d'en faire plus, comme dans les vrais livres. Là, papa était fâché. Il a arrêté le film, il a crié à maman « Parle-moi pas de même. » Puis il est assez tard, il faut qu'elle aille se coucher. Mais là, maman s'est levée et elle a crié aussi après. Elle fait ça quand elle est saoule. Elle criait « Tu vas pas me dire quoi faire, je suis tannée, t'es pas mon maître, c'est aussi ma fille. » Moi, j'ai dit « Ta gueule, maman, ta gueule. » Parce que je savais ce qui allait arriver si elle n'arrêtait pas. Et je voulais lui dire moi-même avant que papa lui dise. Parce que si papa lui dit « Ta gueule », ça va être trop tard pour elle. Mais elle a continué de crier. Alors papa lui a donné une claque dans la face et lui a crié « Ta gueule, calice ». Et là, je mets 2 points d'exclamation parce qu'il était très fâché. Maman a failli tomber, mais elle est restée debout et elle a continué à crier. Ça montre qu'elle était vraiment saoule. Alors papa lui a donné un coup de poing d'en face et là, maman est tombée dans le divan, juste à côté de moi. Elle ne s'est pas relevée et elle avait la main devant son nez qui saignait un petit peu. Papa continuait de lui crier après. Moi, je ne bougeais pas, mais j'étais un peu fâché après elle. Si elle m'avait écouté et si elle avait fermé sa gueule avant que papa lui dise, ça ne serait pas arrivé. Et quand papa frappe maman, ça me fait chier parce que c'est moins le fun dans la maison. Alors, pendant que papa criait après maman, je chantais Fireworks de Katy Perry. Je ne connais pas vraiment les paroles, mais c'est pas grave. Je fais ça quand papa et maman se chicanent à côté de moi, c'est moins plate. Mais je ne chante pas trop fort, sinon papa va crier après moi aussi. Maman n'a pas rouspété, alors papa n'a pas crié longtemps.
Après, il a arrêté, il a ouvert et fermé les yeux plusieurs fois. Ça s'appelle cligner. Je sais, j'ai lu ça dans un livre. Papa cligne souvent des yeux quand il a fini de crier. On dirait qu'il a mal aux yeux ou qu'il voit mal. Après, il fait souvent une drôle de face que je ne comprends pas. Les grandes personnes font souvent des faces bizarres. Là, il avait une face de monsieur triste. Il a dit « Je m'excuse, Lynn, je suis désolé. » Il disait « Ton visage, ton si beau visage. » Il voulait lui toucher la face doucement. C'est toujours ça qu'il fait après. Mais maman l'a poussée, elle était fâchée, comme d'habitude, et elle essuyait le sang sur son nez. Là, papa a eu l'air en colère, mais pas tant que ça. Il a dit « Ah, faites donc ce que vous voulez, je m'en fous. » Et il est parti dans son bureau. Là, je l'ai entendu pleurer. Je le vois jamais pleurer, papa, mais des fois, je l'entends. Maman m'a demandé d'aller chercher du papier de toilette. Je l'ai fait et elle s'est essuyé le nez. Elle pleurait un petit peu, mais pas beaucoup. Quand papa frappe maman, maman est moins saoule après. Maman a fini par dire qu'on pouvait continuer notre film. J'étais super contente et j'ai crié « Yeah! » Maman m'a regardé longtemps et elle a dit « Ça te dérange pas vraiment quand il me frappe, hein? » Je ne savais pas quoi répondre. Elle a dit que ce n'était pas grave. Elle m'a serré dans ses bras et elle a dit « Je sais, moi, que tu m'aimes. » Le film a continué et papa n'est pas revenu nous voir. À un moment donné, le méchant dans le film qui frappait sa femme s'est fait crever les 2 yeux. Il y avait plein de sang qui sortait et il criait très fort. Après, le monsieur s'est fait couper en 2 et il est mort. Maman a dit « Tiens, trou de cul, ça t'apprendra. » J'ai ri à cause du mot « trou de cul ». Mais maman ne riait pas et elle regardait le monsieur coupé en 2 avec des yeux méchants. Merci. Yeah! C'est le rigondo des gens coupés en 2. La parole incarnée aussi, c'est les souvenirs qu'on garde en soi, puis peut-être qu'on hérite des gens avant nous, de nos grands-parents, des gens qui sont venus, de la parole qui nous a été léguée. Et je crois que c'est quelque chose que vous explorez dans Arcane. C'est pas toi. C'est pas toi, je suis Étienne. Et c'est quelque chose que toi, tu explores dans Arcane. Voilà, bravo. Pourtant, j'étais bien parti sur la thématique. Et donc, tu vas avec donc Étienne Pilon ici, qui va venir raconter un petit peu un extrait du spectacle qui a été conçu avec Tristan Malavoie-Racine. Voilà. De vrai.
7 heures du matin, métro de Montréal. Dans l'escalier roulant, parmi tous ceux qui se lèvent de bonne heure, les bruits, le tissu des bruits, la fièvre au fond des regards, cette victoire brisée des rêves. Chaque nuit est une mer qui mène à ce qui est bien connu. Chaque jour, un rail suivi à la lettre. Cappuccino, 2 sucres au café, meeting rapide avec Ludovic à 8h moins 10. Puis, je file sur le nouveau programme. J'ai les doigts qui pianotent déjà le vide au fond de mes poches. J'ai les doigts qui pianotent déjà le vide au fond de mes poches. 7 heures du matin, métro de Montréal, dans l'escalier roulant, parmi tous ceux qui se lèvent de bonne heure. Cappuccino, 2 sucres au café, meeting rapide avec Ludovic à 8h moins 10. Puis je file sur le nouveau programme. 7 heures du matin, métro de Montréal, dans l'escalier roulant, parmi tous ceux qui se lèvent, tous ceux qui se lèvent de bonne heure. Les bruits, le tissu des bruits, la fièvre au fond des regards, cette victoire brisée des rêves, cette victoire brisée des rêves. Chaque nuit, une mer qui mène à ce qui est bien connu, chaque jour un rail suivi à la lettre. Cappuccino, 2 sucres au café, meeting rapide avec Ludovic à 8h moins 10. Puis je file sur le nouveau programme. Il y a 2 jours, c'était encore presque rien. C'était une faille large comme un cheveu qui laissait entrer la peur goutte à goutte. La peur que ça ne tienne pas ce décor, cette hygiène de vie, ces gestes mis bout à bout du matin au soir pour que demain soit la suite logique d'hier et que je sois la suite logique de ce que j'ai été. C'était une goutte à peine dans l'océan des choses à faire. Mais là, la faille s'est ouverte. Pardon? Ah, je suis dans la programmation informatique. De pointe, oui, on peut dire ça. Je sais pas trop comment ça a commencé, ça non plus. En fait, j'ai toujours trouvé ça assez facile. Là. Ça me vient un peu tout seul, le langage machine, les codes, les structures de programme, comme d'autres sont bons en musique. À un moment donné, on m'a approché, ça bougeait pas mal en ville. J'ai fait un essai, ça a marché. Maintenant, je suis à fond là-dedans. Là. Code et Python, code et Java. Le boss me donne pas mal de travail. Là. Code et Python, code et Java. Un jour, ma sœur m'a dit que je passais plus de temps à parler avec une machine qu'à parler avec le monde. Elle exagère peut-être, mais peut-être pas non plus. L'autre jour, code et Python, code et Python, code et Java, code et Python. L'autre jour, ma sœur m'a dit que je parlais code et Python, code et Java, code et Python, code et Java. L'autre jour, ma sœur m'a dit que je passais plus de code et Python, code et Python, code et Java. L'autre jour, ma sœur m'a dit que je passais plus de temps à parler avec une machine qu'à parler avec le monde, mais elle exagère peut-être, mais peut-être, code. Il y a toujours une solution, hein. Il y a toujours une solution. Des fois, ça prend des heures, des jours, mais on finit toujours par la trouver, la séquence. Tous les morceaux du casse-tête sont là, suffit de mettre le doigt dessus, de les mettre à la bonne place. Il y a toujours une solution. Code et Python, code et Python, code et Python. Il y a toujours une solution. Des fois, code et Python, code et Java, code et Python, code et Java. Il y a toujours une solution. Des fois, ça prend des heures, des jours. L'autre jour, ma soeur m'a dit code et Python, code et Java. C'est pas toujours. Il y a toujours une solution. Code et Python, code et Java, code et Python, code et Java. Il y a toujours une solution. Des fois, ça prend des heures, des jours, mais on finit toujours par la trouver. On finit toujours par la trouver, la séquence. Tous les morceaux du casse-tête sont là. Il suffit de mettre. Suffit code et Python, code et. Puis l'autre jour, ma soeur m'a dit que avec une machine. Le monde, c'est plus compliqué. Vous trouvez pas? Ouais. Merci, c'était les mots de Tristan Malavoie. Et les mouvements imposés par Paul-André Fortier. Merci. Qui a été présenté au Prospero il y a quelques semaines, en fait. Il y a quelques mois, à l'automne. Oui. Wow, on en a de la chance. Marie, c'est drôle parce que j'ai eu un meeting au bureau. Moi, je travaille en agence de publicité. Je travaille avec des codeurs et c'est exactement comme ça. Marie-Noël, que j'aime beaucoup. Que j'admire aussi, sa BD, son roman graphique, c'est plus qu'une BD, la grosse lettre, c'est quelque chose qui a fait le tour du monde maintenant, ce qui est fou.
un talent d'ici, avec un message important de courage. Et puis tu as écrit ton Pleine, qui est un carnet où justement tu racontes toute ce voyage que tu as pu faire grâce à tes dessins et grâce à l'histoire que tu racontes avec autant de sensibilité. Et là, tu vas nous lire quelque chose que personne n'a jamais entendu. Donc là, on a vraiment, vraiment du pot ce soir. Alors voilà, je te laisse la scène, Marie-Noël. Je pense que c'est trop haut. Je suis pas sûre. Merci. Oui. Donc, bonsoir. J'étais supposée vous lire un extrait de Pleine, qui est un carnet qui est sorti après La Grosse LED. Mais vendredi passé, j'ai écrit un texte, comme spontanément, puis j'ai senti le besoin de le lire. Je suis quelqu'un de timide, en fait. Là, en ce moment, je vis un peu... en tout cas, l'émotion sort là, en vous voyant devant moi. Fait que je vais prendre une bonne respiration, puis je vais lire mon texte. OK. L'été dernier, je suis restée assise devant toi sans rien dire, dans ce restaurant déjeuner des îles. Je te regardais te rejeter tout seul, avant que ce soit mon tour de parler et que je te dise que c'était fini. Je te regardais prendre la fuite. Je t'écoutais à peine. J'étais trop occupée à être déçue. Je me souviens de ton regard de peureux. C'est de toi que je retiens cette peur du rejet. Le sais-tu? Je t'ai répondu calmement, fatiguée de tout ça. Moi qui ai l'habitude de serrer les poings et qui crie quand tu me fais violence avec tes mots. Je savais que c'en était fini de notre relation père-fille. Fini la belle histoire, fini le grand héros. J'ai compris pourquoi tu es un père toxique. C'est parce que tu détruis ce que tu aimes. Tu ne sais pas faire autrement. Tu penses que c'est correct parce que quand tu aimes, tu protèges. C'est bien de se sentir protégé quand on vient de se faire mettre à terre. Non, pas vraiment. C'est mêlant, humiliant. Je pense que tu le sais. Tu l'as vécu toi aussi. Mais tu le fais quand même. Mon corps de femme grosse est resté droit devant toi. Tu ne me verras pas défaillir, mon hostie, que je me suis dit. Je suis restée stoïque jusqu'à ce que tu me dises « Je vais toujours t'aimer, Marie-Noël ». Et avec mon corps de femme grosse, maintenant fière, maintenant fort, je t'ai dit « Fuck you, fuck you, fuck you », le majeur levé bien haut pour que tu comprennes que c'était fini, toi et moi. Que je n'en voulais... J'ai recommencé. Que je n'en voulais plus de ton amour qui coûte, ton amour qui brise. Je n'en veux plus de tes mots qui font mal, de ton chantage émotif, de ton contrôle, de ton narcissisme. Pendant une bonne partie de ma vie, tu m'as rendu vide avec tes mots pleins de haine. Maintenant, je suis pleine et je réussis à te tenir tête sans flancher. Et tu es enfin parti. Le drame que tu venais de créer pour que tout tourne autour de toi, comme d'habitude, je l'ai tassé quelque part loin dans ma tête. Je suis allée dans la mer des îles pour que les vagues me bercent, enfin. Merci. Ah, c'est beau. Merci, ma petite chérie d'amour. Wow. Voilà, un beau moment d'émotion. Alors, le corps, ça, c'est vraiment toi, là. Est-ce que je suis un peu mélangé? Mathieu Leroux est danseur, comédien, auteur, c'est-à-dire que tu sais écouter les corps, leur donner une voix de toutes les manières possibles, en fait. Et le corps, il peut être actif, ça peut être un véhicule grâce auquel on s'amuse dans le monde, ou on peut être aussi frappé par l'immobilisme, la maladie, la douleur. Et dans ton dernier roman, tu racontes cette dichotomie-là. Et tu vas nous en lire un extrait tout de suite. Il faudrait peut-être que je dise le titre du roman aussi. Ça serait sympa quand même, vu qu'on est au Salon du Livre et que peut-être tu pourrais vendre quelques copies. Je suis désolé. Camouflé dans la chair. Voilà.
Un lit médicalisé. Un lit releveur pour aider le patient à se placer à la verticale s'il y a lieu. Dans ce lit se trouve un corps, mais il ne compte pas pour l'instant. C'est ce qui fourmille à l'intérieur et autour qui prime. Ici, le temps est déformé, distordu, alangui. Logique temporelle pulvérisée. Confiné à ce meuble imposant depuis une période imprécise et vaseuse, le corps n'a pour référence que les substances qu'on lui administre afin de l'apaiser. Amitriptyline, daltéparine, docusat, fentanyl, midodrine, morphine, naproxen, oxycodone, prégabaline, zopiclone, eau stérile. Une liste, stérile elle aussi. Un vocabulaire objectif qui donne la nausée par son exhaustivité et qui ne dit rien sur le patient alité. Ou si peu. Dès le poste d'accueil, l'endroit désarçonne. Il offre une effarante dichotomie par son aspect aseptisé autant que chargé. De nombreux espaces propres et restreints encombrés de mobilier, d'effectifs et d'émotions vives. Le rythme général est frénétique. Dans les corridors se juxtapose l'équipe médicale qui s'active, les civières et fauteuils roulants que l'on pousse, l'interphone qui annonce des noms de bénéficiaires et des chiffres, les personnes affligées qui gémissent, les accompagnants qui oscillent entre mutisme et hystérie. L'édifice est imposant et s'apparente à un labyrinthe, tant dans son architecture que dans sa bureaucratie. Il y règne une grande propreté, mais une propreté douce, à l'odeur faible, qui ne veut pas déranger. La lumière y est crue afin que tout soit visible. L'obscurité n'a pas sa place. Même la nuit, le halo des moniteurs et écrans d'ordinateur ou celui des fluorescents du poste des infirmières se permet d'insulter la noirceur. Le patient est arrivé avec un ami à la suite d'une chute causée par une faiblesse dans les jambes. L'ami est venu rapidement après avoir reçu un message texte. Ils ont roulé en parlant peu, ne sachant pas ce qui arrivait, pour éviter de céder à une quelconque panique. Un silence respectueux de la maladie, de ses premières manifestations. Engourdissement dans le bas des jambes et les avant-bras, migraine ophtalmique, fatigue inqualifiable. Dans le stationnement, l'ami a installé le corps engourdi dans un fauteuil roulant. Il l'a poussé jusqu'aux urgences. Le patient est passé au triage et n'est jamais retourné dans la salle d'attente. L'ami est entré chez lui quand le patient, jaquette enfilée et effets personnels rangés dans son sac à dos, passait du fauteuil à un premier lit, près du poste de garde, sur lequel on a apposé une fiche cartonnée annonçant « Urgence prioritaire ». Pendant la nuit, toutes les heures, une infirmière ou un médecin s'est arrêté près du patient, a pris ses signes vitaux, lui a demandé de décrire ses mots et aussi de se lever pour marcher. Chaque fois, équilibre de plus en plus précaire, souffrance évidente. Autour de 5 heures, en s'exécutant à nouveau, il s'est écroulé dans le passage. Le patient est monté aux soins intensifs et a été mis sous sédatif afin de récupérer un peu. Les premières doses d'antidouleurs lui ont été administrées. Admission le 10 juillet, 22h30. Remarque, atteinte neurologique importante et rapidement progressive, incapable de marcher, fatigue respiratoire, hospitalisation prolongée, séjour indéterminé aux soins intensifs, absence au travail justifiée jusqu'au date indéterminée. En fin de matinée, la paralysie amorcée dans les jambes est rendue au pubis, tandis que celle des mains est ressentie jusqu'aux épaules. Un bilan en physiothérapie est demandé. Un cathéter a été posé dans le bras droit afin de faciliter l'administration de médicaments. En quelques jours, le syndrome s'est installé de manière graduelle et soutenue. Il a cheminé du pubis au thorax en affectant les intestins et l'estomac. Une sonde dans le pénis et une culotte d'incontinence ont été adjointes au corps et la dose d'antidouleur a été augmentée. La morphine, les antihypotenseurs et les antibiotiques se sont ajoutés au traitement pharmacologique. 3 jours plus tard, alors que la paralysie a continué de prendre le corps d'assaut en s'agrippant au système respiratoire, le patient n'a plus été capable de signer les documents le concernant. Il a consenti à une intervention chirurgicale. Quelques proches sont contactés, puis la mère, qui n'a pas voulu inquiéter avant de mieux connaître les risques. Entre la visite de 2 amis, la mère est arrivée. Elle a posé ses questions, on l'a prévenue des risques substantiels que le patient encourait, de la phase critique que seraient les prochaines semaines, de la possibilité et non la probabilité de décès.
des difficultés à envisager pendant et après, du courage à avoir. Puis elle a signé un document au nom de son fils. Au réveil, en plus du soluté, de la sonde urinaire et du cathéter, le corps a été bonifié de nouveaux appendices. Les immunoglobulines intraveineuses, les canules, obturateurs et ballonnets de la trachéotomie, la sonde nasogastrique pour le gavage, trous et appareillage menant aux poumons afin que l'air puisse les atteindre, pléthore de médicaments ajoutés à ceux déjà prescrits, l'énoxaparine pour éviter les caillots de sang, l'ésoméprazole pour réduire l'acide gastrique, le lorazépam pour contrôler l'anxiété, le métoclopramide pour prévenir les vomissements, une combinaison royale d'opioïdes afin de calmer la douleur au maximum avec, en son centre, souverain absolu, le fentanyl. Avant la fin de sa première semaine aux soins intensifs, un premier bilan et une marche à suivre apparaissent à son dossier. Atteinte sévère, détérioration motricité, sensibilité physiologique déficiente, intubé, orthèse à incorporer, clapping régulier recommandé, sécrétion abondante au niveau des bronches, communication complexe, hochement de la tête minimaux, mentionne la sensation de brûlure lorsqu'on le touche. Il en est là, ce corps amoché, défaillant, inerte, dans un séquençage qui n'est plus clair, sur ce lit électrique immaculé, avec pour seule partie mobile les 2 premières vertèbres cervicales qui lui permettent de légèrement tourner la tête afin d'actionner une cloche d'appel, et sa paupière gauche pour communiquer. Tout le reste est paralysé. L'activité du cœur et du cerveau est optimale, quoique à l'occasion engluée ou ralentie par les drogues.
Merci. Raphaël B. Adam, qui est romancière, critique littéraire. Elle invente des villes mirages à la géographie changeante dans Servitude. Elle s'est penchée sur la perversité des femmes dans le recueil Cruel. Et pour son premier roman Venefica, tu as inventé des chasseresses anthropophages, des toxines qui achèvent leur proie grâce à la sève paralysante qui coule dans leurs veines. C'est sympa. Et donc, on va avoir des nouvelles de ces gentilles choses, c'est ça? Yeah! Me touche pas. Je mords pas quand même. Donc, pour mettre un petit peu en contexte, un peu plus de ce que Chris a dit, dans le fond, dans cet extrait-là, on va parler de catopsis, qui est une toxine, donc une chasseresse anthropophage. Et les toxines, pour chasser, elles ont besoin de l'aide de leurs fleurs, qui sont des belles femmes qui ne sont pas tout à fait humaines non plus. Et donc, elles chassent en équipe. Puis, elles font partie de la Floralia, qui est une communauté sectaire sous la gouverne de leurs anciennes, les Étuses. Mais catopsis en a assez d'être une toxine. Elle aspire à autre chose, à changer son monde, mais elle ne sait pas comment y arriver. On lui a toujours dit que les toxines ne peuvent pas se sevrer. Après que sa liberté a été menacée par les anciennes, Catopsis est rejointe chez elle par Ixora, sa seule amie et son ancienne fleur, qui veut essayer de lui faire entendre raison. « On peut parler, » dit enfin Ixora à voix basse. « Tu n'as pas à traverser ça toute seule. » Je hausse les épaules. Du plat de la main, Ixora tapote l'espace libre à ses côtés, sur la marche grillagée. Après un moment à tergiverser, je franchis la courte distance qui me sépare d'elle et me laisse tomber sur sa gauche. Nous restons côte à côte, nos hanches soudées l'une à l'autre par l'étroitesse de l'escalier. « Je suis désolée, » finit-elle par avouer du bout des lèvres. « J'ai essayé de te prévenir depuis des mois. Ce que tu faisais, chasser sans ta propre fleur. » Elle tourne la tête vers moi, s'anime. Mais il n'est pas trop tard. Tu peux encore te reprendre, chasser moins que les autres, mais augmenter suffisamment ta fréquence pour que les études... Je l'interromps d'un ricanement qui met un terme à son enthousiasme. Devant sa mine choquée, j'attrape sa main. Sa paume est chaude contre la mienne. Je plonge mon regard dans le sien et déclare ferme. Non, je ne peux pas, je ne le ferai pas, Ixora. Ce n'est pas... C'est pas moi. Je la vois recevoir ma confession avec un mélange de scepticisme et de pitié. Je ne m'en offusque pas. Je sais ce qu'elle pense parce que je pense la même chose. Si ce n'est pas toi, qui es-tu? La vérité, c'est que je n'en sais rien. Je n'ai pas choisi d'être une toxine. Je n'ai pas choisi de dépendre de la chasse pour ma survie, ni de faire partie de la Floralia. Comme je ne pourrais pas décider de devenir autre chose qu'une étuse, et cette pensée m'emplit d'une rage indicible. Mes doigts toujours pressés entre les siens, Ixora prend un air grave. « Qu'est-ce que tu comptes faire? » me demande-t-elle. J'ai parlé aux autres en quittant la cérémonie. Face à la menace, nous n'avons pas le choix d'être solidaires. Elle n'achève pas sa phrase, n'en a pas besoin. La présence de ce chasseur de toxines me tourmente depuis que j'ai appris son existence. Après tout, c'est sa faute si les études se sont intéressées à mon cas, sa faute si ma liberté est remise en question. Je lui en veux. J'ai besoin d'identifier un coupable. Devant mon absence de réaction, Ixora insiste. Alors, quoi? Nous n'avons pas le choix d'être ce que nous sommes. Nous n'avons jamais été rien d'autre. Je tique. Une bouffée d'indignation monte et je n'arrive pas à l'étouffer. Je secoue la tête. C'est faux. Il y avait un avant. Pour moi, c'était avant la première chasse. Pour toi, il y avait autre chose pour toi. Avant. Une autre vie avant la conversion. Un masque glacial transfigure le visage d'Ixora. Sa mâchoire se contracte et elle retire sa main de la mienne. Je viens de lui asséner une gifle. Je m'en mords la langue. « Tu sais qu'on ne parle pas de ça, » siffle-t-elle. Je ne sais pas la contredire. Je détourne les yeux, mal à l'aise. Autour de nous, le vent d'automne agite doucement les branches des 2 arbres qui bordent le terrain. Des tourbillons de feuilles mortes roulent dans la rue sous le halo des lampadaires. Ixora soupire. Je peux sentir sa honte lorsqu'elle finit par ajouter, dans un murmure à peine audible. « Ça ne sert à rien de parler de quelque chose dont je ne me souviens pas. » Ce rappel de sa vérité me brise le cœur.
Les toxines n'apprennent pas à se soucier de ce que leurs fleurs ressentent. Nous ne pensons pas au fait qu'elles sont arrachées à leur vie humaine au même titre que le sont nos proies, converties de force par notre poison, notre sève, et éveillées à une nouvelle réalité dans laquelle elles perdent leurs repères. T'en as pas assez? Je formule tout haut cette question qui me hante, la bouche sèche, la voix tremblante d'une colère mal contenue. En l'absence d'une réponse, j'observe Ixora à nouveau. Elle me fixe en silence. Son expression m'est indéchiffrable. Je me lève et répète, m'échauffe, m'emporte. T'en as pas assez de faire tout ce qu'elles veulent, de vivre comme elles nous l'imposent, de penser que lorsque tu seras trop vieille pour leur goût, tu seras dévorée vive? Ça t'effraie pas? Ma voix a grimpé dans les aigus. Une lueur de nervosité traverse le regard d'Ixora. Je touche des sujets tabous au sein de notre famille, brave le sceau de l'interdit. Je me sens soudain fiévreuse, délirante. J'éclate d'un rire amer. Ils sont pas en train de nous écouter, t'inquiète pas. Si je suis pas en train de tuer, de m'empiffrer ou de jouir, je les intéresse pas. Je ris encore, mais ça fait mal. Et ça ne dure pas. Toujours assise dans l'escalier à mes pieds, Ixora me semble triste, soudain. Mon cœur se serre. Il fait trop sombre pour que je puisse lire son visage, mais je sais les rides autour de ses yeux et de ses lèvres pleines, les quelques cheveux blancs qui s'invitent déjà dans sa chevelure, à la racine. Je sais le vieillissement du corps qui s'installe lentement. Plus tôt que tard, ce sera son tour. Ma colère se mue en une vague de chagrin qui me fait plier les genoux. Je me rassois près d'Ixora, vaincue. Timidement, comme pour ne pas me brusquer, elle appuie sa tête sur mon épaule. Je la laisse faire. Après un moment, elle demande à voix basse, le nez dans mon cou. Et même si nous en avions assez de tout ça, qu'est-ce qu'on a d'autre de toute façon? Merci. C'est beau. Alors, dans les villages, dans les petites contrées comme Rivière aux Cartouches, le village imaginé de Sébastien Bérubé, et la rumeur, elle est incarnée. La rumeur, elle fait mal. La rumeur, elle véhicule des menteries et des choses horribles qui peuvent même tuer. Enfin, voilà, tu vas nous raconter un petit peu tout ça, cette incarnation de la parole et tout ce qui vient avec. Sébastien Bérubé, Rivière aux Cartouches. Je vais vous lire un extrait, puis après ça, un petit bout de mon dernier recueil. Le feu de la Vierge. Pas longtemps après l'arrivée des premières familles, dans le temps où les arbres tombaient sur le flanc de la rivière puis que les maisons poussaient comme des peupliers, l'église était déjà debout. Sa pierre pointait le ciel, puis Dieu avait même pas encore eu le temps d'arriver. La maison du Seigneur s'élève toujours à 20 autres avec le presbytère annexé. Le prêtre, lui, il n'y a pas de femme pour le réchauffer pendant l'hiver. Faut donc le loger en premier. Si le plaisir de la chair, lui, t'amène des enfants pour corder ton bois, la prêtrise, elle, t'amène la pitié du village puis une maison à 20 autres. C'est comme ça. Quand la demeure du bon Dieu est aussi la tienne, tes murs se montent vite. Les hommes s'usent ses mains à force de peur et de bienveillance déguisée. Ils espèrent surtout que le prêtre, comme remerciement, viendra pas trop souvent compter les têtes puis les ventrons dans les maisons où le Seigneur s'invite juste à l'heure du souper. L'Église était déjà debout avant tout le reste. Si t'as une église, t'as un village, les jeux étaient faits, Notre Père puis tout ce qui vient avec. Une statue de la Sainte Vierge se dressait bien droite au sommet de l'église face à la rivière. Elle est encore là. Marie allait trouver le temps long. Il paraît que l'ancien prêtre n'osait pas fort en dehors des sermons. La Sainte Vierge. Une vierge solitude allait devoir faire face au vent puis aux vertus molles de l'homme au collet blanc. Encore aujourd'hui, la Vierge reste seule au sommet de la toiture de Copper. Pourtant, elle fait plus face à la rivière. Elle regarde maintenant vers la droite. Selon la légende, le feu était pris dans le village puis personne ne pouvait le contrôler. La Sainte Vierge se serait tournée vers les flammes puis le bûcher se serait éteint d'un seul coup. D'autres gens racontent que le vent a juste pogné dans sa cape puis que des ouvriers l'ont déplacé en retravaillant en toiture. C'est pas tout le monde qui s'émerveille devant le mystère de l'Immaculée Conception. Les plus vieux, ceux qui se souviennent de l'ancien prêtre ou qui ont trop entendu les histoires de leurs parents, ils n'en parlent pas souvent. Le moins possible, en fait.
Pour eux, le feu qui a dévasté une partie du village s'est passé direct dans l'église. Les maisons, le bois puis les champs, c'est pas important. Ça repousse puis ça s'horloge. Une âme qui brûle ça se ramène moins bien. Une brûlure au cœur, ça s'efface pas. Pour eux, si la statue s'est tournée, c'est pour éviter de voir les larmes de petit gars que cachait la soutane là-bas dans le fond du jubé. Il est là le feu qu'on a laissé brûler trop longtemps. Puis même la Sainte Vierge a préféré détourner les yeux. Merci. God bless Canada. J'ai mal de ne parler qu'entre des lignes, d'une voix sourde qu'on écoute juste aux 4 ans. Je souffre de nous regarder mourir des cochons, veston, cravate, au sommet de l'abattoir à décapiter notre culture pour s'en faire du bacon puis s'empiffrer. J'ai peur de dormir trop longtemps, de jamais me réveiller, euthanasié au gaz de schiste dans fosses communes, enseveli par les idées de droite puis l'économie partisane. J'étouffe de nous voir sur respirateur industriel, de nous voir entraîner nos corps et ne plus avoir la force de porter notre fierté, de courir dans des beaux habits, le marathon de la honte, puis terminer premier. J'explose de devoir chuchoter quand on me ment à voix haute, quand on protège l'éducation et ses coupures de leur surplus de l'armée jusqu'au déficit. J'attends. Le cœur qui roule au fond de la gorge, sous les comptines budgétaires des conservateurs de pétrole et d'obéissance quand on nourrit notre jeunesse aux balles de plastique puis aux poivres de Cayenne. Je meurs de payer pour eux qui offrent leurs vacances à leur argent au soleil, qui ferment des villages entiers pour ne pas froisser leur complet hors de prix, qui se délectent de salaire minimum puis de profit sans passeport. Je pleure d'entendre nos régions hurler qu'on vole leurs enfants, sous des promesses de création d'emplois et d'infrastructures, de les voir crier plus fort quand ces usines se vident de chair au nom des profits technologiques. Parce qu'un homme, c'est pas payant. J'hallucine des guerres d'Aroostook quand mes semblables mangent les miettes qu'on leur donne, quand le nord du Nouveau-Brunswick ne sert qu'à cacher les malades mentaux du reste du monde puis qu'on sourit au calmant. Je recule. Le nez collé à la porte des monstres qu'on laisse grandir, qui rugissent et rugissent à faire craquer le peu qu'il nous reste, la main jusqu'au coude dans ce qui nous est propre, les faux progrès comme monnaie d'échange, ne pas attendre le coup de téléphone puis crier que l'offre est acceptée, se faire fourrer solide, puis embrasser l'agresseur en attendant son bonus. J'éclate de voir le silence augmenter dans l'arène des solitudes où chacun se bat contre lui-même. Pour accepter que se bâtir un futur, c'est se prendre des beaux REER au lieu d'embellir le monde qu'on piétine. Je suis plus citoyen. Si mes paroles ne servent qu'à décorer des affiches ou qu'à faire éclater des vitrines, si marcher dans mes villes devient illégal dès que j'ai quelque chose à dire, si penser plus loin que son nez, c'est plus à la mode, j'en peux plus des consensus. Des tables de discussion où il faut discuter, mais sans accepter, où il faut accepter sans discuter, j'en peux plus. Faites-moi des procès, criez-moi des noms, essayez de me faire peur, injuriez-moi, mais faites quelque chose. J'attendrai. Les mains dans les poches que vos enfants se tannent de leur bébelle neuve achetée avec votre retour d'impôt. J'attendrai le jour où ils comprendront qu'un pocheur est plus facile à trouver qu'un médecin, que les banquiers ne sont pas des prophètes puis que la justice, ça n'existe pas. J'attendrai ce jour-là. Puis lorsqu'ils vont se tourner vers moi, je pointerai dans votre direction. Merci. OK, mais là, Sébastien, comment veux-tu que je fasse une blague après ça? Plomber l'ambiance? Non, mais quelle belle transition! Parce que j'ai plus rien à dire maintenant. Voilà quoi, tu viens de mettre la table pour Catherine Dorion. Bien. T'as fait la job. Oups. À ce moment-là du livre, je viens de parler des vieux qui nous racontent des détails de la Révolution tranquille avec les yeux brillants. Lorsque cela se produira à nouveau au Québec, comme ça s'est déjà produit dans le passé, il faudra des artistes à chaque instant de la montée dramatique.
Il en faudra pour maintenir l'intensité de l'affrontement le plus longtemps possible, comme on tient un siège. Parce que c'est dans ces moments de siège émotionnel que la culture se transforme, que nous la remettons à notre main, que les rapports de pouvoir sont redessinés jusque dans les profondeurs de l'intime, que nous gagnons du terrain. Je propose que nous brisions alors complètement le décorum fake de notre époque. Ce décorum qui, dans la salle de spectacle, commande à toute une masse de monde assise dans le noir de rester tranquille et silencieuse et de ne s'exprimer qu'à travers son vote, son like, sa réponse au sondage, son point de cote d'écoute. Ce décorum qui détermine que seuls les rejetons de l'élite économique ou éduquée auront droit à la scène, au spotlight et à la lumière, et qu'ils devront pouvoir se faire compétition peinard entre eux sans être inquiétés. Ce décorum qui interdit aux non-initiés de prendre part au spectacle sans y avoir été invités, sous peine d'humiliation répétée et d'ostracisme. Je propose que le peuple, retissé serré, débarque un beau jour dans le théâtre sans passer par la billetterie, s'engouffre dans la salle de spectacle en plein milieu de ce pauvre show ronflant qui endort en continu l'auditoire et persuade ce dernier de revenir à des pratiques anciennes du spectacle en lui distribuant des tomates, des œufs pourris et des claques. J'aimerais qu'une membre du public se lève alors de son siège pour gueuler « Le show est pourri! Vive la Révolution! » ou quelque chose du genre, et qu'elle monte sur scène malgré l'interdiction. Je voudrais que les applaudissements à son endroit, d'abord hésitants, puis chaleureux et puis carrément subversifs, lancent le bal pour l'immense portion de la salle qui est encore plongée dans le noir. C'est votre tour. Je voudrais que quelques vaillants prennent sur eux d'allumer toutes les lumières, de déboucher toutes les fenêtres condamnées et d'arracher tous les volets cloués. Je voudrais que le 4e mur entre le show poche et le public disparaisse d'un coup. Je voudrais que le spectacle de l'aliénation soit brisé. Je voudrais que les metteurs en scène et les premiers de classe, rendus soudainement superflus et sans intérêt, se retirent discrètement et tombent instantanément dans l'oubli. Je voudrais profiter de la beauté des chants de joie de cette foule qui serait tout à coup pleinement éveillée. Je voudrais sentir l'odeur de ses muscles, de son désir, de son excitation, de sa puissance. J'aimerais qu'émergent alors toutes sortes de tribuns et d'artistes hope-punk qui s'en remettraient entièrement à la poésie du monde, qui ne seraient pas là pour la carrière et qui se moqueraient avec une joie profonde des phrases comme « parce que c'est comme ça » ou « c'est ça la job », des tribuns qui suggéreraient avec force inspiration et beaucoup de rire dans la voix « OK tout le monde, on sort de cette salle puante, on va rejoindre les nôtres dehors, on se débarrasse des occupants qui suctionnent nos vies, on libère le pays, hostie !» Je voudrais jouir du vrai spectacle de qualité de ces êtres humains qui, dans leur multitude, portent en eux tous les rêves, toutes les solutions et tous les absolus dont notre espèce puisse rêver. Parce qu'au moins avec eux, à côté de la médiocrité, il y a aussi la poésie et le grandiose. Parce qu'au moins avec eux, il y a moyen d'essayer quelque chose de nouveau, de tenter une fois de plus notre chance comme multitude. Alors peut-être, les parasites qui s'accrochent à notre force de travail n'auraient plus beaucoup de prise sur nous. Alors peut-être, ceux qui veulent contraindre les arrière-gardes indolentes à concourir à l'exploitation de plus en plus intense du patrimoine terrestre, pour reprendre les mots d'un vieux colonialiste, Albert Billard, seraient envoyés au tapis. On pourrait alors retourner tranquille à notre besogne d'amour, de transmission, d'ouvrages bien faits, de soins appliqués pour les territoires naturels et imaginaires dont nous sommes les héritiers et les jardiniers. Est-ce que je fantasme? Est-ce que ça se peut? Les livres d'histoire racontent que oui, mais moi, je ne sais pas, je ne l'ai jamais vécu. Mais comme on dit en art, essayons-le jusqu'au bout. Si on réussit, tant mieux. Si on échoue, on aura appris quelque chose. Dans tous les cas, on aura vécu. Parfois, je suis heureux lorsque je regarde les oies toutes ensemble formant un grand V et volant vers le sud. Mais je crois que c'est plus beau encore lorsqu'un peuple lève la tête, se redresse après 200 ans de peur, de misère, d'exploitation. N'importe où dans le monde, si tu vois un peuple faire ça, c'est un signe qu'il existe toujours de la vie sur cette planète. C'est très beau à voir. C'est comme le soleil qui se lève. Pierre Falardeau.
Ma démarche avait été cohérente depuis les premiers balbutiements de cette aventure. Les liens et l'amour, la force de l'émotion populaire, la libération du temps, le courage de l'affrontement et d'une parole libre, tout ça, mes marottes à moi. Or, je réalisais en cette fin de mandat qu'il y avait une giga fausse note qui me suivait partout comme un acouphène douloureux. C'est que j'étais moi-même enfoncée dans un workaholisme sévère, désorientée et atomisée, avec mon cœur et ma tête comme disjoints et ma carcasse dont les signaux d'alarme ne se rendaient même plus jusqu'à ma raison. J'étais l'exemple parfait de ce qu'il fallait rénover au grand complet. Où cette lutte pour la libération du désir m'avait-elle menée? J'étais sèche et archi-sèche, de la terre retournée et trop retournée, cuisant au soleil avec ici et là des touffes de brins d'herbe qui, aussitôt sortis de terre, se transformaient en petits foins fanés. Je n'avais plus une goutte d'inspiration. Le canal était bouché bord en bord 95% du temps. Toxicomane de la performance au bout du rouleau, calciné au milieu des ruines refroidies d'un immense incendie intérieur que personne dans mon environnement de travail n'avait trop remarqué. Il fallait que j'aille faire comme si de rien n'était et sourire à la caméra. Mais, calisse, je l'avais quand même brisé un tout petit peu, ce maudit spectacle, cette célébration constante de notre aliénation sur tous les écrans, non? Sauf que l'énergie que ça m'avait coûté était catastrophique. Mon modèle n'était absolument pas exportable. C'était pas rentable du tout. Je voyais bien qu'il faudrait beaucoup plus que ça, qu'il faudrait du nombre, du peuple et beaucoup de têtes brûlées connectées sur la même vibe commune pour arriver à faire péter les murs de ce pauvre théâtre politique moisi où la lumière n'entrait pas. Pourtant, je ne regrettais rien. En m'enfonçant dans le labyrinthe, j'avais découvert des choses que personne autour de moi ne m'avait racontées. Des choses qui n'existaient pas encore dans les livres et les discussions de la gauche contemporaine au Québec, et je rapportais de mon expérience une précieuse carte topographique dessinée dans le détail. Cette carte, ces dessins, ces réflexions, je les dépose ici, dans la bibliothèque des luttes de notre époque. Cet humble travail d'éclaireuse pourra peut-être bien servir. Cependant, si je veux être honnête, il faut que je dépose aussi ici toutes ces petites phrases mantras que je me répétais de plus en plus souvent. Je ne changerai pas le monde toute seule, ni instantanément. Je ne suis qu'une infime partie d'une multitude. L'univers ne repose pas sur mes épaules. Je me répétais ça et déjà je sentais des petites miettes de santé me revenir. Je savais dorénavant que je pouvais lutter avec les armes et la force que j'avais, mais pas davantage. Je savais dorénavant que je ne pouvais pas me battre sans corps et que lorsque mon corps me signalait que c'était assez, ça voulait dire que c'était assez. Il était temps pour moi de rentrer à la maison et de me laisser soigner. Je quittais le terrain de la bataille sans avoir l'âme en peine. Parmi les choses précieuses que j'avais apprises empiriquement pendant ces 4 années, il y avait celle-ci. Le Québec est rempli à ras-bord de cœurs irrévérencieux et de têtes brûlées magnifiques. Cette force affective est là. Elle attend le signal. Elle est disponible comme est disponible toute la tendresse qui attend sagement son tour en dessous de l'angoisse productiviste. Ça, je le sais. Je l'ai vu. Nous ne sommes pas seuls. J'ai aussi vu et senti des choses que je ne saurais probablement jamais mettre en mots et que je vais maintenant porter sur moi comme une longue cicatrice de guerre dont je me promets d'être fier. Je l'ai essayé pour vrai, en véritable artiste, jusqu'au bout de mon élan. Ça a donné ça. Nous pouvons noter les résultats de l'expérience. Nous pouvons réfléchir à la suite. C'est mon humble contribution. De ça, je suis satisfaite. Je ne regrette rien. Comme Falardeau l'écrivait à son ami peintre, je me suis rendue au sommet et j'y ai planté mon drapeau. Et je me fous de ce que les critiques peuvent écrire. Je sais que j'étais là et non pas assis sur mon gros cul à produire des commentaires stupides. Merci.
Christine Tassan, merci Zoé Dumais, et puis merci à tout... Oh, tout le monde est parti. Merci à tous nos auteurs. Fanny Desmeules, Laurie Jean-Louis, Mathieu Leroux, Patrick Sénécal, Raphaël Béadan, Marie-Noël Hébert, Sébastien Bérubé, Catherine Dorion, qui est déjà partie, je pense aussi. En tout cas, on vient de passer un bon petit moment ensemble. Merci d'avoir été avec nous. Bonne soirée. Et puis peut-être on se voit demain au salon si vous êtes encore là. Bisous, bisous, bisous. Les livres ont le pouvoir de changer notre trajectoire.